Écoute-moi bien. Si tu lis ceci, c'est probablement parce que tu sais déjà, au fond de toi, que quelque chose ne va pas. Tu cherches peut-être des réponses, de l'espoir, ou simplement quelqu'un qui comprenne ce que tu vis. Je veux que tu saches une chose. Ce que tu ressens, cette confusion, cette douleur, cette peur, tout cela est réel, et tu n'es pas folle. Un évitant violent n'est pas juste quelqu'un qui a des problèmes d'engagement ou qui a besoin d'espace. C'est quelqu'un qui utilise la violence, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique ou sexuelle, comme un outil de contrôle. Et si tu es avec une personne comme ça, tu es en danger. Pas seulement physiquement, mais ton bien-être mental, émotionnel et spirituel est constamment attaqué. Je sais que c'est dur à entendre. Tu l'aimes peut-être. Tu vois ses bons côtés. Tu te dis qu'il peut changer, qu'il traverse juste une période difficile, que si tu l'aimes assez fort, si tu es assez patiente, assez compréhensive, il va redevenir la personne dont tu es tombée amoureuse. Mais je dois te dire quelque chose que personne d'autre n'ose peut-être te dire. Cette personne dont tu es tombée amoureuse était un masque. Un masque qu'il a porté pour t'attirer et maintenant qu'il t'a, il n'a plus besoin de le porter. La violence dans une relation n'est jamais un accident. Ce n'est jamais un malentendu, ce n'est jamais quelque chose qui arrive dans le feu de l'action et qui ne se reproduira plus. La violence est un choix délibéré qu'une personne fait pour contrôler une autre. Et quand cette violence vient d'un évitant, elle est particulièrement dangereuse parce qu'elle est imprévisible, cyclique et souvent accompagnée de périodes de charme qui te font douter de ta propre réalité. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette situation est bien plus dangereuse que tu ne le réalises et pourquoi tu ne peux absolument pas te permettre de sous-estimer ce que tu vis. D'abord, parlons de ce qui se passe dans ton corps quand tu vis avec un évitant violent. Ton système nerveux est constamment en état d'alerte. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte consciemment, mais ton corps sait qu'il n'est pas en sécurité. Il produit en permanence des hormones de stress, cortisol, adrénaline, qui sont censées t'aider à faire face à des situations d'urgence temporaire, pas à un état de menace constant. Cette exposition chronique au stress détruit littéralement ta santé, ton système immunitaire s'affaiblit, ton sommeil devient perturbé, tu peux développer des problèmes digestifs, des maux de tête chroniques, des douleurs musculaires. Ton cœur travaille trop dur, ta pression artérielle peut augmenter. Certaines femmes développent des problèmes de peau, perdent leurs cheveux ou voient leur cycle menstruel se dérégler. Mais ce n'est que le début. Le stress chronique change aussi ton cerveau. Les zones responsables de la mémoire, de la concentration et de la prise de décision sont affectées. C'est pourquoi tu as peut-être l'impression de ne plus être toi-même, de ne plus arriver à penser clairement, de ne plus faire confiance à ton propre jugement. Ce n'est pas de ta faute, c'est l'effet direct de vivre dans un environnement hostile. Et puis, il y a l'impact psychologique, qui est souvent encore plus dévastateur que les effets physiques. Un évitant violent utilise des tactiques de manipulation sophistiquées qui sont conçues pour te faire douter de ta propre réalité. Il te fait croire que tu es trop sensible, que tu exagères, que tu provoques sa colère. Il alterne entre des moments de violence et des moments de tendresse, créant ce qu'on appelle un trauma bon, un lien psychologique qui te rend dépendante de ces rares moments d'affection. Cette alternance entre punition et récompense est la même technique utilisée pour dresser les animaux, et elle est incroyablement efficace sur les humains aussi. Ton cerveau commence à associer ces moments de gentillesse avec un soulagement si intense que tu commences à les percevoir comme de l'amour extraordinaire. Tu oublies que ces moments ne compensent jamais la violence, ils en font partie intégrante. Le plus insidieux, c'est que cette dynamique érode progressivement ton sens de soi. Tu commences à te voir à travers ses yeux. S'il dit que tu es stupide, tu commences à le croire. S'il dit que personne d'autre ne voudra jamais de toi, tu commences à en douter. S'il dit que tu mérites ce qui t'arrive, une partie de toi commence à l'accepter. Cette destruction de l'estime de soi n'est pas un effet secondaire de la violence, c'est un objectif. Plus tu doutes de toi-même, moins tu es susceptible de le quitter. Plus tu te sens faible et sans valeur, plus tu deviens dépendante de lui pour te sentir quelque chose. C'est un système parfaitement conçu pour te garder piégé. Il y a aussi quelque chose de particulièrement pernicieux dans la façon dont un évitant violent manipule ta perception de la réalité. Il va te faire croire que tes réactions à sa violence sont le vrai problème. Quand tu pleures après qu'il t'ait insulté, il va dire que tu es trop dramatique. Quand tu as peur de sa colère, il va dire que tu es paranoïaque.
Quand tu essaies de lui expliquer comment ses actions t'affectent, il va dire que tu es trop sensible. Cette technique s'appelle le gaslighting et c'est une forme d'abus psychologique particulièrement destructrice. Il te fait littéralement douter de tes propres perceptions, de tes propres souvenirs, de tes propres réactions émotionnelles. Avec le temps, tu commences à te demander si tu es en train de devenir folle, si tu imagines la violence, si tu exagères vraiment tout comme il le dit. Le gaslighting est particulièrement efficace parce qu'il s'attaque à ta capacité de faire confiance à ton propre jugement. Si tu ne peux pas faire confiance à tes propres perceptions, comment peux-tu prendre des décisions pour ta propre sécurité? Si tu doutes constamment de tes propres réactions, comment peux-tu savoir quand quelque chose est vraiment dangereux? Cette confusion cognitive est intentionnelle. Plus tu doutes de ta propre réalité, plus tu deviens dépendante de sa version des événements. Il devient ta seule source de vérité sur ce qui se passe dans votre relation. C'est un contrôle total de ta perception de la réalité et c'est l'une des formes les plus insidieuses de violence psychologique. Maintenant, parlons de pourquoi les évitants violents sont particulièrement dangereux. Contrairement aux agresseurs plus classiques qui peuvent être possessifs et jaloux de façon évidente, l'évitant violent te fait vivre dans l'incertitude constante. Tu ne sais jamais quand il va exploser, quand il va disparaître, quand il va être gentil, quand il va être cruel. Cette imprévisibilité est une forme de torture psychologique. Ton cerveau ne peut jamais se reposer, ne peut jamais se sentir en sécurité, ne peut jamais prévoir ce qui va arriver. Tu marches constamment sur des œufs, analysant chacun de ses gestes, chacune de ses expressions, essayant de prédire son humeur pour éviter sa colère. L'évitant violent utilise aussi ta capacité d'amour contre toi. Il sait que tu l'aimes, et il exploite cet amour de façon systématique. Quand il est violent, il te fait sentir que c'est de ta faute, que si tu l'aimais vraiment, si tu le comprenais vraiment, si tu étais une meilleure partenaire, il n'aurait pas besoin d'être violent. Cela crée une dynamique perverse où tu commences à voir sa violence comme un problème que tu peux résoudre en l'aimant mieux. Tu deviens obsédé par l'idée de le guérir avec ton amour, de le sauver de ses démons. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas aimer la violence hors de quelqu'un. Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui utilise ta vulnérabilité comme une arme contre toi. L'isolement est une autre arme favorite de l'évitant violent. Il va progressivement t'éloigner de tes amis, de ta famille, de tes collègues. Pas forcément de façon dramatique. Peut-être qu'il critique subtilement tes proches, qu'il crée des conflits quand tu veux les voir, qu'il boude ou devient violent après tes sorties sociales. Petit à petit, tu commences à éviter ses contacts pour éviter ses réactions. Cette isolation n'est pas accidentelle. Plus tu es seul, plus tu deviens dépendante de lui pour ta validation sociale et émotionnelle. Plus tu es coupé du monde extérieur, moins tu as de perspectives sur ce que tu vis. Tes proches qui pourraient te dire que ce n'est pas normal, que tu mérites mieux, que tu es en danger. Ils ne sont plus là pour te le rappeler. L'isolation te prive aussi de témoins. S'il n'y a personne dans ta vie qui voit ces comportements, il devient plus facile pour lui de te convaincre que tu imagines tout, que tu dramatises, que personne ne te croirait de toute façon. Tu commences à douter de tes propres souvenirs, de tes propres perceptions. Et puis, il y a l'aspect financier. Beaucoup d'évitants violents s'arrangent pour que tu deviennes financièrement dépendante d'eux. Peut-être qu'ils te découragent de travailler ou qu'ils sabotent tes efforts professionnels. Peut-être qu'ils contrôlent les finances du foyer, qu'ils cachent de l'argent, qu'ils t'empêchent d'avoir accès aux comptes bancaires. Cette dépendance financière devient une chaîne supplémentaire qui rend le départ encore plus difficile. Mais voici ce que je veux que tu comprennes par-dessus tout. Rien de ce qui t'arrive n'est de ta faute. Tu n'as pas choisi cette situation. Tu n'as pas provoqué sa violence. Tu n'es pas trop faible pour partir. Tu es victime d'une stratégie de manipulation sophistiquée menée par quelqu'un qui exploite délibérément ta capacité d'amour, ta loyauté et ta compassion. Les évitants violents sont souvent très intelligents dans leur manipulation. Ils savent exactement quoi dire pour te faire douter de toi-même. Ils savent comment alterner charme et cruauté pour te garder déséquilibré. Ils savent comment utiliser tes points faibles, tes insécurités, tes traumatismes passés contre toi. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu es tombé dans ce piège. C'est parce que tu as des qualités humaines normales et saines qu'il a choisi d'exploiter. La vérité, c'est que plus tu es empathique, loyale et aimante, plus tu es vulnérable à ce type de manipulation.
Les évitants violents ne ciblent pas les femmes faibles, ils ciblent les femmes fortes qui ont quelque chose à offrir, puis ils utilisent cette force contre elles. Il est important que tu comprennes cela parce que beaucoup de femmes dans ta situation se blâment pour être tombées dans cette relation. Elles pensent qu'elles auraient dû voir les signes plus tôt, qu'elles auraient dû être plus intelligentes, plus méfiantes, plus protectrices d'elles-mêmes. Mais la réalité, c'est que les évitants violents sont des prédateurs experts qui savent exactement comment identifier et exploiter les femmes qui ont des qualités admirables. Ils cherchent spécifiquement des femmes qui sont empathiques parce que l'empathie peut être manipulée. Ils cherchent des femmes loyales parce que la loyauté peut être exploitée. Ils cherchent des femmes aimantes parce que l'amour peut être utilisé comme une arme. Tes meilleures qualités sont devenues tes plus grandes vulnérabilités dans les mains de quelqu'un qui n'a aucun scrupule à les exploiter. C'est pourquoi il est si important que tu arrêtes de te blâmer. Tu n'as pas été naïve ou stupide. Tu as été ciblée précisément parce que tu avais des qualités précieuses. Le fait qu'il ait réussi à t'exploiter ne dit rien sur tes faiblesses. Cela dit tout sur sa malveillance calculée. Je sais que tu penses peut-être qu'il peut changer, que si tu trouves les bons mots, la bonne approche, le bon moment, tu peux le faire réaliser qu'il te fait du mal, que tu peux lui faire comprendre que vous pourriez être heureux ensemble s'il arrêtait juste d'être violent. Mais voici une vérité difficile. Il sait déjà qu'il te fait du mal. Il le sait parfaitement. Sa violence n'est pas le résultat de l'ignorance ou de la confusion. C'est un choix délibéré et calculé. Il est capable de contrôler sa violence quand cela l'arrange. Il ne frappe pas son patron quand il est en colère au travail. Il ne crie pas sur les policiers quand il est frustré. Il ne détruit pas les biens de ses amis quand il perd son sang-froid. Sa violence est sélective et tu en es la cible parce qu'il pense qu'il peut s'en tirer sans conséquence. Cela signifie qu'il pourrait choisir de ne pas être violent s'il le voulait vraiment. Le fait qu'il continue à choisir la violence encore et encore te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur ses priorités. Ta sécurité, ton bien-être, ta dignité, tout cela passe après son besoin de contrôle et de domination. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose de crucial, l'escalade. La violence dans les relations suit presque toujours un pattern d'escalade. Ce qui commence par des insultes devient des menaces. Ce qui commence par des menaces devient de la violence physique mineure. Ce qui commence par des gifles devient des coups plus sérieux. Ce qui commence par de la violence occasionnelle devient de la violence régulière. Chaque fois que tu restes après un épisode de violence, tu enseignes à ton agresseur que cette violence est acceptable. Pas consciemment, bien sûr, tu ne fais que survivre. Mais dans son esprit tordu, le fait que tu restes valide sa croyance qu'il peut continuer à escalader sans perdre son contrôle sur toi. C'est pourquoi les statistiques sur la violence domestique sont si terrifiantes. Les femmes qui restent avec des partenaires violents sont de plus en plus susceptibles de subir des blessures graves au fil du temps. La violence ne diminue jamais spontanément, elle empire toujours, à moins qu'elle ne soit arrêtée par une intervention extérieure. Je ne te dis pas cela pour te faire peur, mais pour que tu comprennes l'urgence de ta situation. Chaque jour que tu passes avec lui est un jour de plus où tu exposes ton corps, ton esprit et ton âme à des dommages qui peuvent devenir irréversibles. Chaque fois qu'il est violent et que tu restes, tu normalises un peu plus cette violence dans ton esprit. Et je veux aussi que tu comprennes l'impact que cette situation a sur tous les aspects de ta vie, même ceux qui semblent non reliés. Quand tu vis dans la peur constante, quand ton énergie est constamment drainée par le besoin de survivre émotionnellement, tu n'as plus rien à donner aux autres parties de ta vie. Ton travail en souffre probablement. Ta capacité de concentration, ta créativité, ta motivation, tout cela est affecté par le trauma constant que tu vis à la maison. Tu pourrais commencer à faire des erreurs, à manquer des opportunités, à voir ta performance décliner. Cela peut affecter tes revenus, tes perspectives de carrière, ta sécurité financière future. Tes autres relations en souffrent aussi. Tu n'as probablement plus l'énergie émotionnelle pour être présente pour tes amis, ta famille, tes enfants si tu en as. Tu pourrais devenir irritable, distante, déprimée. Les gens qui t'aiment peuvent sentir que quelque chose ne va pas, mais si tu es isolé ou si tu caches ce qui se passe, ils ne peuvent pas t'aider. Si tu as des enfants, ils sont aussi victimes de cette violence, même s'ils ne sont pas directement ciblés. Les enfants qui grandissent dans des foyers violents développent souvent des problèmes de comportement, des difficultés scolaires, des troubles de l'anxiété.
Ils apprennent que la violence est une façon normale de résoudre les conflits. Ils intériorisent l'idée que l'amour et la douleur vont de pair. Les enfants sont des éponges émotionnelles. Même s'ils ne sont pas dans la pièce quand la violence se produit, ils ressentent la tension dans la maison. Ils voient ta peur, ta tristesse, ton stress constant. Ils apprennent à marcher sur des œufs, à lire les humeurs, à anticiper les explosions. Ces compétences de survie qu'ils développent dans l'enfance peuvent les affecter pour le reste de leur vie. Les fils qui grandissent en voyant leur mère être maltraitée sont statistiquement plus susceptibles de devenir violents dans leurs propres relations. Les filles qui grandissent dans ces environnements sont plus susceptibles d'accepter la violence comme normale dans leurs futures relations. Ce cycle de violence se perpétue de génération en génération, à moins qu'il ne soit consciemment brisé. Même si tu penses protéger tes enfants en cachant la violence, ils savent. Les enfants ont une capacité intuitive remarquable pour détecter quand quelque chose ne va pas dans leur environnement familial. Ton stress devient leur stress. Ta peur devient leur peur. Ton épuisement émotionnel les affecte aussi. En restant dans cette relation, tu leur enseignes involontairement que ce type de traitement est acceptable dans une relation amoureuse. Tu leur montres que l'amour inclut la violence, que la famille inclut la peur, que la sécurité n'est pas garantie même à la maison. Ces leçons s'incrustent profondément dans leur psyché en développement. Et puis, il y a ton avenir. Chaque jour que tu passes dans cette relation est un jour de moins que tu as pour construire une vie qui te rend vraiment heureuse. Tu as des rêves, des objectifs, des talents qui sont en train de s'éteindre sous le poids de cette violence. Tu as le potentiel pour une relation aimante, respectueuse, nourrissante, mais tu ne peux pas l'atteindre tant que tu restes avec quelqu'un qui te détruit. Je sais que partir semble impossible. Je sais que tu as 1000 raisons pour lesquelles tu ne peux pas partir, financières, logistiques, émotionnelles. Je sais que tu as peur de ce qu'il fera si tu essaies de partir. Je sais que tu t'inquiètes de ne pas pouvoir survivre sans lui. Tous ces sentiments sont normaux et compréhensibles. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Ces obstacles ne sont pas insurmontables. Ces peurs, bien que réelles, ne sont pas des faits. Il existe des ressources, des programmes, des gens qui sont formés spécifiquement pour aider les femmes dans ta situation à retrouver leur sécurité et leur indépendance. Tu n'es pas seul, même si tu te sens complètement isolé. Il y a des lignes d'écoute que tu peux appeler 24 heures sur 24. Il y a des refuges qui peuvent te donner un endroit sûr où aller. Il y a des conseillers juridiques qui peuvent t'aider à naviguer les aspects légaux du départ. Il y a des thérapeutes spécialisés qui peuvent t'aider à guérir des traumatismes que tu as subis. La première étape, c'est de reconnaître que tu mérites mieux. Tu mérites d'être en sécurité, tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être aimé sans violence, sans peur, sans avoir à marcher sur des œufs. Tu mérites de dormir paisiblement la nuit sans te demander de quelle humeur il sera demain. Tu mérites une vie où tu peux être toi-même sans punition. Reconnaître que tu mérites mieux n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité concrète qui doit guider chacune de tes décisions. Tu mérites de te réveiller le matin avec de l'espoir plutôt qu'avec de l'anxiété. Tu mérites d'avoir des conversations où tu peux exprimer tes opinions sans craindre les représailles. Tu mérites d'avoir des rêves et des objectifs que personne ne sabote. Tu mérites aussi d'avoir des relations où tu peux être authentique, où tu n'as pas besoin de calculer chaque mot, de surveiller chaque expression, de modifier ta personnalité pour éviter la colère de quelqu'un d'autre. Tu mérites d'être aimé pour qui tu es vraiment, pas pour la version de toi-même que tu présentes par peur. Tu mérites la tranquillité d'esprit, le droit de ne pas avoir à analyser constamment l'humeur de quelqu'un d'autre pour prédire sa réaction, le droit de ne pas avoir à justifier tes émotions ou à t'excuser pour tes besoins légitimes, le droit de vivre sans la menace constante de violences émotionnelles ou physiques. Tu mérites aussi le respect de tes limites. Dans une relation saine, quand tu dis non, cette réponse est respectée. Quand tu exprimes un besoin, il est pris au sérieux. Quand tu communiques un problème, il est abordé avec empathie plutôt qu'avec colère ou mépris. Je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas senti que tu méritais ces choses. Il a probablement passé des mois ou des années à te convaincre du contraire. Mais sa voix dans ta tête n'est pas la vérité. Sa version de qui tu es n'est pas la réalité. Tu es précieuse, tu es digne d'amour, tu es forte, même si tu ne le sens pas maintenant. Commencer à planifier ton départ ne signifie pas que tu dois agir immédiatement.
Cela signifie que tu commences à reprendre le contrôle de ta propre vie. Cela signifie que tu commences à voir un avenir au-delà de cette relation. Cela signifie que tu commences à croire que tu peux survivre et prospérer sans lui. Et je veux que tu saches quelque chose d'important. Partir d'une relation violente est l'une des choses les plus courageuses qu'une personne puisse faire. Ce n'est pas de la lâcheté, comme il pourrait te le faire croire. C'est un acte de bravoure extraordinaire. C'est choisir ta propre valeur par-dessus sa possessivité. C'est choisir ta sécurité par-dessus sa colère. C'est choisir ton avenir par-dessus ses menaces. Tu as déjà survécu à tellement de choses. Tu as déjà prouvé ta force chaque jour que tu es resté debout malgré ses attaques. Tu as déjà démontré ta résilience chaque fois que tu as réussi à fonctionner malgré le trauma constant. Cette même force qui t'a aidé à survivre dans cette relation peut t'aider à en sortir. Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, des moments de peur, des moments où tu auras envie de retourner vers ce qui est familier, même si c'est destructeur. C'est normal. La guérison n'est pas linéaire et se détacher d'un évitant violent est un processus qui prend du temps. Mais chaque petit pas que tu fais vers ta liberté est une victoire. Chaque fois que tu recherches de l'information sur les ressources disponibles, tu reprends du pouvoir. Chaque fois que tu parles à quelqu'un de confiance de ta situation, tu brises l'isolement qu'il a créé autour de toi. Chaque fois que tu te rappelles qui tu étais avant lui, tu récupères un morceau de toi-même. Ta vie peut redevenir la tienne. Tu peux retrouver ta paix, ta joie, ta capacité de faire confiance à ton propre jugement. Tu peux construire des relations saines, basées sur le respect mutuel et l'amour authentique. Tu peux poursuivre tes rêves sans avoir quelqu'un qui les sabote constamment. Tu peux être fier de qui tu es sans avoir à te justifier ou à te défendre constamment. Mais d'abord, tu dois accepter que cette relation ne peut pas être sauvée. Peu importe combien tu l'aimes, peu importe combien tu as investi, peu importe combien tu espères qu'il va changer. Un évitant violent ne change pas parce qu'on l'aime. Il change seulement quand il fait face à de vraies conséquences pour ses actions et même alors, le changement est rare et difficile à maintenir. Cette acceptation est probablement l'une des choses les plus difficiles que tu auras à faire. Tu as investi tellement d'énergie, d'espoir et d'amour dans cette relation. Tu as probablement passé des nuits entières à réfléchir à comment tu pourrais l'aider, à ce que tu pourrais faire différemment, à comment vous pourriez retrouver les bons moments que vous avez eus au début. Mais ces bons moments du début n'étaient pas réels. C'était une performance conçue pour t'attacher à lui. C'était la phase de lune de miel que tous les abuseurs utilisent pour piéger leurs victimes. Une fois qu'ils ont établi le lien émotionnel, le vrai pattern de violence commence. Les rares moments de gentillesse qui suivent ne sont pas un retour à qui il était vraiment. Ce sont des outils de manipulation pour te garder accroché. Accepter que la relation ne peut pas être sauvée ne signifie pas que tu abandonnes l'amour ou l'espoir en général. Cela signifie que tu diriges cet amour vers toi-même et cet espoir vers ton avenir. Cela signifie que tu choisis de croire qu'une vie meilleure est possible, mais pas avec quelqu'un qui te fait du mal. Cette acceptation te libère aussi du fardeau de croire que tu es responsable de le réparer. Tu n'es pas son thérapeute, son sauveur ou son projet de réhabilitation. Tu es une personne qui mérite d'être dans une relation où tu es valorisé, respecté et aimé sans conditions violentes. Tu n'es pas responsable de le changer, tu n'es pas responsable de le guérir, tu n'es pas responsable de le sauver de lui-même. Ta seule responsabilité est envers toi-même et ta propre sécurité. Et cette responsabilité, aussi difficile soit-elle à assumer, pourrait bien te sauver la vie. Alors s'il te plaît, ne sous-estime pas le danger de ta situation. Ne minimise pas l'impact que cette violence a sur ta santé mentale, ton avenir. Ne te contente pas de survivre quand tu pourrais prospérer. Tu mérites tellement mieux que ce que tu vis maintenant, et avec les bonnes ressources et le bon soutien, cette vie meilleure est possible. Si ce message résonne avec votre situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des ressources et des professionnels formés pour vous aider à retrouver votre sécurité. N'hésitez pas à chercher de l'aide, c'est le premier pas vers votre liberté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, entendre qu'on mérite mieux peut sauver une vie. Votre sécurité et votre bien-être sont précieux, ne l'oubliez jamais.